Papa, il était dans le ventre de maman avec moi. Cette phrase innocente, prononcée par Philippe en pointant du doigt un garçon sale, seul, recroquevillé sur le trottoir, fit accélérer mon cœur d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le temps sembla s'arrêter et tout autour perdit son sens pendant un instant. Avais-je bien entendu? Comment mon fils pouvait-il dire quelque chose d'aussi absurde et profond à la fois? Qui était cet enfant qui semblait invisible pour le reste du monde? Bienvenue, je suis Marc Paul, le conteur d'histoires. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et commentez de quelle ville vous regardez. La nuit était froide. Le vent semblait murmurer des secrets anciens dans les rues vides. Les lumières jaunâtres des réverbères tremblotaient, projetant des ombres étranges contre les murs tachés. Je serrais la main de mon fils Philippe, âgé de seulement 5 ans, tandis que nous traversions ce trottoir que nous avions si souvent parcouru sans grande surprise. Mais cette nuit-là, quelque chose allait changer nos vies pour toujours. C'est alors qu'il s'arrêta de marcher, me faisant presque trébucher. Il serra ma main avec force, écarquilla les yeux et pointa du doigt le coin sombre de la ruelle. Son petit doigt tremblait et son visage innocent semblait envahi par un étrange mélange de peur et de curiosité. « Papa !» dit-il dans un murmure presque imperceptible. Mon cœur s'emballa, sans même comprendre pourquoi. Je suivis son regard, confus. Là, adossé au mur froid, il y avait un garçon sale, avec des vêtements déchirés, serrant ses genoux comme s'il voulait disparaître. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, énormes et remplis de douleur. Il semblait avoir le même âge que mon fils, mais il avait un air si vieux, si fatigué, que cela faisait mal rien qu'à le regarder. Il était dans le ventre de maman avec moi, compléta Philippe, la voix tremblante. C'était comme si le monde s'était arrêté pendant une seconde. Je sentis un poids écrasant sur ma poitrine. L'air quitta mes poumons. Comment ça? Qu'est-ce que cet enfant inconnu avait à voir avec ma femme décédée, avec notre famille? Tout tournoya autour de moi. Qu'est-ce que tu as dit, fiston? Demandai-je, essayant de contrôler la panique. Mais Philippe ne répondit pas. Il continua simplement à regarder le garçon dans la ruelle, les yeux pleins d'eau, comme s'il voyait bien plus que ce que je pouvais comprendre. Cela me donna la chair de poule de la tête aux pieds. Soudain, on aurait dit que j'étais face à quelque chose de surnaturel. Le garçon sans abri leva lentement le visage, fixant ses yeux énormes sur nous. Il y avait un éclat triste, presque une supplication muette d'aide. Puis il esquissa un léger sourire, si fragile qu'il semblait sur le point de se briser dans l'air glacial. Mon estomac se noua. Qui était-il? Pourquoi Philippe parlait-il de lui de cette façon? Au loin, un chien aboya, rompant le silence sépulcral de la rue. Le son résonna contre les murs, me ramenant à la réalité. Mais rien ne semblait plus normal. Je sentis un besoin presque désespéré de protéger mon fils de ce garçon, ou de protéger le garçon contre quelque chose que je ne comprenais pas. J'étais confus, effrayé et envahi par une étrange culpabilité. « Allons à la maison, Philippe », essayai-je de dire, mais ma voix sortit faible. Le garçon sans abri continua de nous fixer, immobile, comme s'il attendait quelque chose d'important de nous. Philippe serra ma main encore plus fort. Ses yeux étaient vitreux et des larmes commencèrent à rouler silencieusement sur ses joues rougies. À cet instant, je sentis que notre vie avait franchi une ligne invisible. Quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais imaginer commençait, et au fond de moi, j'étais convaincu que ce garçon n'était pas là par hasard. Que signifiait-il? Qu'est-ce que ma femme morte avait à voir avec tout ça? Je ne le savais pas encore, mais mon cœur criait que cette histoire serait bien plus sombre et révélatrice que ce que je n'aurais jamais pu supposer. Je m'appelle Marcos. J'ai 34 ans, et jusqu'à il y a quelques mois, je jurais que ma vie avait trouvé un certain équilibre. J'ai perdu ma femme, Elena, il y a 2 ans, après des complications terribles lors de l'accouchement de Philippe. Depuis lors, tout ce que j'ai fait, c'est essayer de maintenir notre petit monde debout en équilibrant mon travail épuisant comme technicien en réfrigération et la tâche gigantesque d'élever un garçon si sensible. J'ai toujours été un homme pratique, de ceux qui préfèrent les chiffres et les vices aux sentiments. Mais depuis que Elena est partie, j'ai dû apprendre à être le réconfort, l'affection, tout. Et malgré tous mes efforts,
Je voyais parfois dans les yeux de Felipe une nostalgie qui me faisait mal à moi aussi. La nostalgie de la mère qu'il avait à peine connue, mais qu'il ressentait chaque jour. Nous vivons dans un quartier simple, dans une maison que j'ai conquise à la sueur de mon front. Le loyer rentrait dans le budget, le voisin était calme, et Felipe adorait courir dans le petit jardin avec le chien, Tobias. De l'extérieur, cela semblait une vie normale, même heureuse. Mais à l'intérieur, je portais un vide que rien ne comblait. Felipe a toujours été un garçon doux, imaginatif, trop pour mon goût. Il inventait des amis invisibles, parlait tout seul dans le jardin, riait au vent. J'essayais de ne pas m'inquiéter. C'est juste l'imagination d'un enfant, disait-il. Mais parfois, il disait des choses qui me glaçaient le sang, comme quand il racontait que maman lui rendait visite la nuit pour lui chanter des berceuses. C'était difficile. Je travaillais toute la journée et rentrais à la maison épuisé. Et pourtant je m'efforçais de m'asseoir sur le canapé avec lui, d'écouter ses histoires folles et de faire semblant que tout allait bien. Ce que je voulais le plus, c'était de voir Felipe grandir heureux, même si mon cœur était toujours un peu brisé. Mon désir le plus grand était simple, s'assurer qu'il ne se sente jamais aussi seul que je me sentais. Mais je n'avais pas le pouvoir de changer grand-chose. Le salaire couvrait à peine l'essentiel. Les factures étaient toujours en retard, et le poids d'être père et mère à la fois m'écrasait un peu plus chaque semaine. Pourtant, chaque matin au réveil, je promettais à Elena, en silence, que je ferais l'impossible pour que notre fils ait ce dont il avait besoin. La douleur de la perte me réveillait au milieu de la nuit, en sueur, espérant trouver Elena à mes côtés. Mais l'oreiller vide était un rappel cruel qu'elle était partie, emportant une partie de moi. Il ne restait que nous deux, moi et Felipe, essayant de nous reconstruire, chacun à sa manière. C'est pour cela que, cette nuit étrange où Felipe pointa du doigt le garçon dans la ruelle et dit ces mots absurdes, mon monde faillit s'effondrer à nouveau. Je pouvais gérer les factures en retard, la fatigue, même la solitude. Mais je n'étais pas préparé à affronter les fantômes du passé, encore moins s'ils prenaient la forme d'un enfant vivant, avec des yeux qui semblaient porter un secret ancien. Et là, en regardant Felipe si vulnérable, j'eus la sensation terrible d'être au bord de découvrir quelque chose qui changerait notre histoire pour toujours. Comme si l'univers était sur le point de me forcer à ouvrir une porte que je n'avais jamais pensé déverrouiller. Le lendemain de cette rencontre étrange, j'essayais de poursuivre la vie normalement. Je préparais le petit déjeuner, mis Felipe à jouer dans le jardin et partis au travail. Mais mon esprit ne cessait de marteler l'image du garçon dans la ruelle. Ses yeux étaient un cri muet qui me poursuivait. La nuit, je rêvais d'Elena tenant 2 bébés dans ses bras, pleurant dans un couloir sombre. Je me réveillais le cœur battant. En allant chercher Felipe à l'école, la professeure me prit à part. « Votre fils est resté très isolé aujourd'hui. Il a dit qu'il parlait avec son frère pendant la récréation, mais il n'y avait personne là. » Je sentis un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale. Je souris jaune, éludais, mais la peur commença à prendre forme en moi. Cette nuit-là, Felipe dormit serré contre moi. Au milieu de la nuit, je me réveillais en l'entendant murmurer « Papa, mon frère a froid. Il n'a pas de couverture, il n'a pas de maison. » J'ouvris les yeux et sentis mon estomac chuter. « Quel frère, fiston ?» demandai-je presque sans voix. Felipe se contenta de sourire somnolent et se rendormit. Je passai le reste de la nuit à fixer le plafond, écoutant la respiration tranquille de mon fils, tandis que ma tête essayait de trouver une logique à tout cela. Était-ce tout de l'imagination, ou une façon étrange pour lui de gérer l'absence de sa mère? Mais quelque chose au fond de moi criait que ce n'était pas seulement ça. Le lendemain, Felipe disparut du jardin. J'eus presque une attaque quand je m'en aperçus. Je sortis en courant dans le quartier, l'appelant comme un fou, jusqu'à le trouver assis sur le trottoir, tenant la main du même garçon de la ruelle. Les deux étaient si proches qu'ils semblaient de vraiment frères. Quand je m'approchais, le garçon se recroquevilla, me regardant avec panique. Il semblait prêt à fuir. Felipe, en revanche, se fâcha. « Ne lui fais pas peur, papa. C'est mon frère aussi, souviens-toi. » Je ne sus quoi répondre. Je pris Felipe dans mes bras et fixai l'autre garçon.
La douleur dans ses yeux était si évidente que je faillis pleurer sur place. Je rentrai à la maison avec Felipe dans les bras, mais le regard du garçon sans abri resta collé à moi comme un poids. Je sentis que j'avais échoué d'une manière terrible, que peut-être j'étais responsable de cette douleur, même sans comprendre comment. En entrant, je m'assis sur le canapé tremblant. Felipe caressa mon visage et dit avec la naturalité de quelqu'un qui parle du ciel bleu. Il est aussi sorti du ventre de maman. Il s'est juste perdu. J'ai rêvé qu'elle me le racontait. Ce fut comme recevoir un coup de poing à la poitrine. La réalité sembla tourner. Ma respiration s'arrêta. À cet instant, quelque chose en moi se brisa. Comme si le passé revenait pour me réclamer une dette ancienne. Une que je ne savais même pas exister, et j'étais certain que ce n'était que le début. Dans les jours qui suivirent, la présence du garçon sans abri devint presque routinière. Felipe lui apportait des morceaux de pain cachés, ils s'asseyaient ensemble sur le bord du trottoir, parlant et riant doucement. J'observais depuis la véranda, le cœur noué, sans savoir comment agir. Un après-midi, le quartier se révolta. Donna Lourdes, la commère de la rue, vint frapper à la porte avec un air de dégoût. « Monsieur Marcos, c'est un scandale. Votre fils jouant avec ce genre d'enfant, il va finir par attraper des maladies, ramener des poux à la maison. » Ces mots me coupèrent comme un couteau. Certains voisins se joignirent, lâchant des commentaires cruels. Ils disaient que j'étais irresponsable, que je mettais Felipe en danger. Un homme plus âgé alla jusqu'à dire que s'il voyait ce garçon traîner à nouveau sur nos trottoirs, il lui donnerait une correction. Mon sang bouillit. Pendant ce temps, le garçon était là, de l'autre côté de la rue, entendant tout. Ses épaules frêles tremblaient, le regard fixé au sol, comme s'il voulait disparaître de honte. Felipe cria « Ne parlez pas comme ça de mon frère !» Et cela ne fit qu'empirer la situation. Des rires moqueurs résonnèrent. Je tins Felipe dans mes bras, mais je me sentis petit, impuissant, face à la méchanceté du monde. Le garçon me regarda avec tant de tristesse qu'il semblait demander « Toi aussi, tu vas m'abandonner ?» J'eus envie de courir vers lui, de l'embrasser, de lui dire que tout irait bien. Mais mes jambes se bloquèrent. Puis le garçon tourna le dos et commença à marcher seul sur la rue pavée. Chaque pas qu'il faisait était comme un coup à ma poitrine. Felipe pleurait doucement, serrant mon cou, répétant « Il n'a personne, papa, il n'a que nous ». Quand je rentrais, je me sentis l'être humain le plus misérable du monde. Je n'arrêtais pas de me rappeler les yeux du garçon, cette étrange culpabilité qui ne me lâchait pas. C'était comme si mon âme criait que je lui devais quelque chose de bien plus grand que de la nourriture ou un manteau. Je passais la nuit éveillé, assis au bord du lit, écoutant Felipe respirer. Je voulais pouvoir le protéger de toute douleur, mais j'avais la terrible impression que notre histoire était liée à ce garçon d'une manière que je ne comprenais pas encore. À l'aube, je pleurais doucement, demandant pardon à Elena, où qu'elle soit. J'avais la sensation d'avoir échoué avec elle aussi, et je me promis que le lendemain, j'essaierais de faire ce qui était juste, même si je ne savais pas exactement ce que cela signifiait. Tôt le matin, Felipe me réveilla, avec un sourire fatigué. « On va chercher mon frère, papa ?» La façon dont il le dit, avec tant d'amour, me désarma. Je respirai profondément et dis oui, que nous le ferions ensemble. Peut-être était-ce de la folie, mais quelque chose de plus grand me poussait. Je préparai un café fort, en bus une gorgée et pris la main de Felipe. Nous sortîmes dans les rues du quartier, appelant le garçon, demandant dans les petits magasins, boulangeries, au coin de rue où il avait l'habitude de rester. Personne ne savait rien. Certains faisaient seulement des grimaces ou se moquaient. Felipe ne lâcha pas. Il semblait avoir une force qui ne correspondait pas à son jeune âge. Maman m'a dit dans le rêve que nous ne pouvions pas le laisser seul, une fois de plus. Ces mots me glacèrent. Je ne voulus pas demander ce que signifiait « une fois de plus ». J'avais peur de la réponse. Après des heures à marcher, nous le trouvâmes recroquevillé derrière une voiture vieille, serrant son corps contre lui. Le soulagement de Felipe fut si grand qu'il courut et sauta dans les bras, le frère invisible au monde, mais si réel pour nous deux à cet instant. Je m'accroupis à côté d'eux, les larmes aux yeux. « Tu veux venir à la maison avec nous? Au moins prendre un bain, manger quelque chose de chaud ?» Le garçon hésita, mais Felipe tint fermement sa main.
C'est ainsi que nous fîmes le premier pas pour changer tout. À la maison, Helena, ma femme qui n'était plus parmi nous, semblait être partout. Je sentis son odeur en ouvrant l'armoire. Je vis son sourire sur le visage de Philippe. C'était comme si elle nous guidait, disant doucement que c'était le bon chemin. Je préparais un bain tiède et cherchais des vêtements propres qui restaient de Philippe. Le garçon entra dans la douche, méfiant, mais en sortit avec un air différent. Il paraissait plus léger, presque souriant. Philippe ne le quitta pas d'une semelle. Ce soir-là, nous dînâmes ensemble. Des macaronis simples, mais qui eurent un goût de fête. Le garçon regardait l'assiette avec une gratitude si profonde qu'elle me fit pleurer intérieurement. Felipe rit, disant que maman était là avec nous, heureuse. J'eus presque sentir Helena poser sa main sur mon épaule. C'est ainsi que, dans un éclair de courage, la petite graine de notre nouvelle famille commença à germer. Je ne savais pas ce qui viendrait après, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentis une pointe d'espoir. Dans les jours qui suivirent, le garçon que nous découvrîmes s'appelait Daniel commença à vivre avec nous. Au début, il était silencieux, mangeant lentement, dormant peu, comme si à tout moment il allait être chassé. Mais Felipe s'occupa de le tirer dans notre monde avec un naturel impressionnant. Ensemble, ils inventaient des jeux dans le jardin, montaient des forteresses d'oreillers, partageaient des secrets enfantins auxquels je n'aurais jamais accès. Voir Felipe si heureux aux côtés de Daniel raviva quelque chose en moi, une flamme que je pensais éteinte avec Helena. Petit à petit, Daniel s'ouvrit. Il raconta des fragments confus de nuits froides sur des trottoirs durs, de gens méchants qui volaient le peu qu'il avait. J'écoutais le cœur brisé sans savoir comment guérir tant de douleurs, mais je me promis qu'il ne passerait plus par là. Je commençais à chercher de l'aide. J'allais à un centre de santé, parlais avec des assistantes sociales, essayais de découvrir si quelqu'un cherchait Daniel. Mais rien. Aucun enregistrement, aucune piste de famille. C'était comme s'il avait surgi du vent, ou des secrets qu'Helena avait emportés avec elle. Philippe ne semblait pas surpris par rien. Il a toujours été mon frère, papa. Il nous attendait juste pour qu'on le ramène. La manière simple et absolue dont il dit cela me fit ravaler mes larmes. Peut-être que les enfants voient des vérités que nous, adultes, compliquons trop. Mais pendant que notre petite bulle d'amour grandissait, à l'extérieur, les critiques augmentaient aussi. Les voisins murmuraient, certains commencèrent à éviter Philippe, disant à leurs enfants de ne plus jouer avec lui. Le préjugé montrait les dents, implacable. Malgré tout, Daniel commençait à s'épanouir. Il revenait du jardin avec les cheveux en bataille, le visage sale de terre et un sourire timide mais sincère. Parfois, il m'embrassait sans raison, et cela me déchirait et me reconstruisait en même temps. Petit à petit, moi aussi je changeais. Je commençais à rentrer plus tôt du travail, abandonnais les bières que j'utilisais pour anesthésier la douleur et commençais à vivre vraiment avec mes garçons. Nous étions une famille étrange, mais entière à notre manière. Et c'est dans cette période de calme fragile que le danger commença à rôder, silencieux, annonçant que le pire était encore à venir. Un après-midi, je rentrais à la maison et ne trouvais personne. Le portail était entrouvert, le ballon de Felipe abandonné dans le jardin. Je sentis le sang glacé, je criais leur nom, courus dans la rue, demandais aux voisins, rien. Chaque seconde était un marteau battant dans ma poitrine. Après une demi-heure de désespoir, je vis un groupe d'hommes près du petit terrain abandonné. L'un d'eux tenait Daniel par le bras, le secouant avec force. Felipe pleurait à côté, essayant de tirer son frère de là. Mes pieds volèrent avant que je ne puisse penser. Je poussai l'homme, arrachai Daniel de ses mains. « Tu deviens fou, qu'est-ce que tu crois faire ?» hurlai-je. L'individu, un certain Claudio qui habitait au coin de la rue, cracha par terre. « J'enlève cette ordure d'ici avant qu'il apporte le malheur à toute la rue. Sait-on qui c'est le père de ce gamin ?» J'eus envie de le frapper, mais je me retins, embrassant mes fils et m'éloignant de là. Daniel tremblait, le visage marqué par des doigts sales, le regard perdu comme un animal blessé. Felipe me regardait en implorant la sécurité, et cela me fit plus mal que n'importe quel coup. En arrivant à la maison, nous verrouillâmes tout. Je fis exprès de préparer un chocolat chaud, essayer de les distraire avec des histoires, mais intérieurement j'étais en miettes. Et si il faisait quelque chose de pire la prochaine fois?
S'ils appelaient la police pour emmener Daniel, je passais la nuit éveillé, assis au bord de leur lit, veillant sur leur sommeil agité. Chaque soupir de Daniel était chargé de peur. Chaque fois qu'il bougeait, je craignais qu'il se réveille et fuit, convaincu qu'il n'appartenait à nulle part. Au matin, je pris une décision. Peu importait ce que disait le reste du monde. J'allais me battre pour Daniel, comme je m'étais battu pour Philippe depuis le jour de sa naissance. Je ne laisserai pas personne détruire notre famille, même si c'était la dernière chose que je faisais. Au petit déjeuner, je les regardais et dis « Vous êtes mes fils, peu importe ce qui se passe dehors. Ici dedans, personne ne vous enlèvera ça. » Philippe sourit, radieux. Daniel laissa échapper un sanglot et m'étreignit si fort que je sentis ma poitrine se briser et se reformer. Dans cette étreinte, je fis un vœu silencieux à Elena. Je vais prendre soin de lui, mon amour. Je vais prendre soin de nos 2 garçons, même si le monde entier vient contre nous. Cette même semaine, je reçus un billet inattendu par la poste, sans expéditeur, juste une enveloppe froissée, écrite à la main. À l'intérieur, il y avait une lettre courte avec une calligraphie qui me fit suer froid. « Il est vraiment à toi. Prends-en bien soin. » Elena aimait aussi ce garçon. Les mots embrouillèrent mon esprit. La lettre tremblait dans mes mains. Mon cœur semblait battre hors de ma poitrine. Que signifiait cela? Comment quelqu'un savait-il notre secret? S'il y avait un secret? Et le plus effrayant, qui l'avait envoyé? Je montrai le billet à Philippe. Il le lut lentement, en fronçant les sourcils, puis esquissa un demi-sourire. « Je te l'ai dit, papa. Maman n'a jamais oublié mon frère. » La manière sereine dont il le dit me laissa sans voix. C'était comme si pour lui, tout faisait sens depuis le début. Le soir, je frappais à la porte du père Antonio de la petite église locale. J'ai toujours respecté cet homme. Je lui racontais tout, ou presque tout. Il écouta en silence, le visage grave, puis serra ma main avec force. Parfois, Dieu écrit des histoires que nous ne comprenons pas. Peut-être que ce garçon est avec toi pour une raison plus grande que ce que tu imagines. Je sortis de là avec le poids du doute et la légèreté de celui qui trouve un peu de foi. Daniel nous attendait à la maison avec un regard anxieux. Quand j'entrai, il courut vers moi, comme s'il craignait que moi aussi je l'abandonne. Je le pris dans mes bras, comme je l'avais fait tant de fois avec Philippe. Dans les jours suivants, je commençais à enquêter discrètement sur le passé d'Elena. En fouillant dans de vieilles boîtes, je trouvais un cahier avec des notes étranges, des comptes de consultation prénatale, des échographies. Mais quelque chose ne collait pas. Il semblait y avoir des enregistrements de 2 bébés, 2 petits cœurs. C'est alors que je réalisais, ma femme avait porté des jumeaux. Mais à l'hôpital, on ne m'avait remis que Philippe. Et personne ne m'avait jamais rien expliqué correctement. À l'époque, j'étais si dévasté que j'avais accepté n'importe quelle version. La révélation tomba sur moi comme un coup de foudre. Daniel était mon fils, mon sang, le frère jumeau de Philippe, perdu dans une erreur, un abandon ou un crime que je devais encore comprendre. Mais maintenant, rien n'importait autant que le fait qu'il soit enfin à la maison. J'appelai Daniel et assis les 2 frères face à moi. Vous êtes les enfants de la même mère, du même père. Vous êtes frères non seulement de cœur, mais de sang. Et je promets que je vous protégerai jusqu'à mon dernier jour. Je n'oublierai jamais le pleur soulagé de Daniel en entendant cela. La nouvelle ne tarda pas à circuler. Quelqu'un, peut-être un voisin venimeux, répandit des rumeurs dans la rue disant que j'avais volé le garçon de quelque part. Bientôt vinrent des assistantes sociales, des gens du conseil de tutelle, voulant comprendre qui était Daniel et pourquoi il vivait avec moi. Ils frappèrent à ma porte par une matinée froide. 2 voitures officielles s'arrêtèrent devant la maison, attirant l'attention de tout le quartier commère. Daniel s'agrippa à ma jambe, tremblant. Felipe resta planté là, protégeant son frère avec son petit corps frêle. L'assistante sociale parla d'une voix trop douce pour être vraie. Nous devons emmener le garçon pour un temps, jusqu'à ce que nous clarifions tout. C'est le protocole. Ma vision s'assombrit. Non, il ne pouvait pas l'arracher à moi maintenant, après tout. Après avoir enfin une famille, à nouveau. J'essayais d'argumenter, de montrer des papiers, la lettre mystérieuse, même les anciennes échographies. Mais il ne faisait que répéter le même discours vide. Daniel pleurait sans son, le visage enfoui dans ma jambe. Felipe criait « Ne prenez pas mon frère !»
Alors je fis l'impensable. Je verrouillai le portail et me plantai devant, les bras ouverts. Vous ne l'emmènerez pas d'ici. Si vous voulez, vous devrez passer sur mon corps. Ma voix sortit ferme, même si mon cœur battait la chamade. Je n'ai jamais été un homme de confrontation, mais pour mes fils, j'affronterai le monde. Le tumulte attira plus de voisins. Certains filmaient avec leur téléphone, d'autres murmuraient que j'étais devenu fou. Mais c'est dans ce chaos que l'inattendu se produisit. Le père Antonio apparut, s'avança vers nous et posa la main sur l'épaule de l'assistante sociale. Je connais cette famille. Ce garçon était abandonné. Ici, il a de l'amour, un toit, de la nourriture. Où était l'État quand il dormait sur les trottoirs? Le père avait une force tranquille qui démonta une partie de l'hostilité. La femme respira profondément, clairement mal à l'aise. Un policier qui accompagnait la scène semblait aussi divisé. Il regarda Daniel, si agrippé à moi, puis Philippe, qui sanglotait en demandant « Ne prenez pas mon frère, monsieur ». L'homme soupira, se gratta le front et secoua la tête en signe de recul. Ce jour-là, je réussis à garder mon monde uni par un fil. Mais je savais que ce n'était pas la fin de la lutte. C'était seulement le premier grand affrontement de nombreux autres à venir. Les semaines suivantes furent un enfer. Je reçus des convocations, dus me présenter au tribunal, répondre à des questionnaires interminables. Je me sentis humilié, comme si j'étais un criminel pour vouloir protéger mon propre fils. Mais je restais ferme. Pour eux, Philippe eut des fièvres d'anxiété, Daniel recommença à avoir des cauchemars presque toutes les nuits, murmurant « Ne me lâche pas, papa, s'il te plaît, ne me lâche pas ». Je les tenais dans mes bras, essayant de transmettre une sécurité que je n'avais même pas. Au tribunal, j'affrontais des avocats froids, des psychologues qui ne me connaissaient pas, des assistantes sociales qui ne voyaient que des papiers. Mais quand on me demanda de parler, je regardais Daniel et Philippe sur le banc du fond et dis tout avec le cœur ouvert. Ce garçon n'est pas juste un cas pour vos dossiers. Il est mon fils, le frère de mon autre fils. J'ai échoué avant, parce que je ne savais pas, parce que personne ne m'a dit la vérité. Mais je n'échouerai pas maintenant. Si vous voulez, vous pouvez m'arrêter. Mais vous ne les séparerez pas à nouveau. Il y eut un silence pesant dans la salle. Le juge, un homme aux cheveux gris et aux yeux fatigués, me fixa longuement. Puis Daniel, qui le regardait avec des larmes retenues, tenant la main de Philippe. Ce fut un moment si long qu'il semblait éternel. Puis le juge respira profondément et dit « Selon les rapports psychologiques, le témoignage du père Antonio et les documents que vous avez apportés, je ne trouve pas de motif pour les séparer pour l'instant. Ce processus continuera, mais d'ici là, le garçon reste sous votre garde. » Un pleur collectif éclata. Daniel courut vers moi, se jeta dans mes bras. Philippe sautait, riant et pleurant en même temps. Je m'effondrais sur place, embrassant mes fils, sentant le poids des mois de peur se dissoudre enfin. Du coin du tribunal, je vis certaines personnes émues, y compris l'assistante sociale qui essuya discrètement une larme. Peut-être, pour un instant, avait-il vu au-delà des protocoles, avait vu juste un père essayant de garder ses fils ensemble. Nous sortîmes de là main dans la main, moi au milieu, Daniel et Philippe de chaque côté. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que le pire était passé. Mais le plus beau était encore à venir. De retour à la maison, nous fûmes accueillis par des voisins qui, honteux, apportèrent des gâteaux, des bonbons et même des jouets pour les enfants. La victoire au tribunal avait répandu une aura différente dans la rue. Comme si les gens comprenaient enfin que notre famille n'était pas une aberration. Philippe ne lâchait pas son frère. Il jouait dans le jardin jusqu'à tard, inventant des histoires de chevaliers et de dragons, comme si tout le poids du monde avait quitté leurs petites épaules. Daniel souriait vraiment, un sourire qui illuminait jusqu'au coin le plus sombre de mon âme. Mais tout n'était pas si simple. Il y avait encore des bureaucraties, des visites de suivi, des rapports interminables. Je devais prouver chaque jour que j'étais capable de m'occuper d'eux. C'était épuisant, mais je le ferais 1000 fois sans me plaindre. La nuit, Daniel commença à dormir profondément, sans cauchemar. Il se réveillait en m'appelant « papa » avec naturel, comme s'il avait toujours été là. Philippe, fier, disait « Tu vois, je t'ai dit qu'il était mon frère. Maintenant tout le monde le sait. » Je commençais à entendre des rires résonner dans la maison,
à voir des jouets éparpillés, à avoir quelqu'un qui m'embrassait au retour du travail. C'était chaotique et merveilleux. Je découvris que l'amour, même désordonné, est ce qui fait vraiment un foyer. Certaines personnes continuaient à faire la grimace, bien sûr. Il y a toujours ceux qui préfèrent le préjugé à l'affection. Mais j'étais si occupé à construire notre vie ensemble que je cessais d'y accorder de l'importance. Ce qui comptait était à l'intérieur de nos 4 murs. Je commençais à planifier de petites rénovations. Un lit superposé neuf pour leur chambre, peut-être une petite maison en bois dans le jardin. Je voulais leur donner tout ce que je pouvais. Cela ne compensait pas le passé, mais c'était l'avenir que je pouvais offrir. Les après-midi paresseux, nous nous asseyions tous les 3 sur le canapé pour regarder des dessins animés. Daniel posait sa tête sur mon épaule, Philippe de l'autre côté, embrassant son frère. Parfois, je fermais les yeux juste pour sentir ce moment s'éterniser. C'est ainsi que je réalisais. La douleur que j'avais vécue avant n'avait pas été vaine. Parce qu'elle m'avait préparé à aimer ces garçons avec une force que je n'imaginais pas avoir, et à comprendre que la famille est bien plus que le sang ou les papiers, c'est qui vous choisissez de ne pas abandonner. Une certaine nuit, après avoir mis les 2 au lit, je restais assis seul dans la cuisine, regardant la tasse de café presque froide. Je pensais à Elena, à la femme incroyable qui m'avait appris ce qu'était aimer sans réserve, au vide qu'elle avait laissé et à la manière mystérieuse dont elle continuait à guider nos pas. Je me rappelais les fois où je me surprenais à lui parler seul, demandant des conseils, me plaignant du poids qui m'était resté. Peut-être avait-elle répondu tout du long, m'envoyant des signes à travers les rêves de Philippe, le regard de Daniel, l'étreinte des 2. Le passé faisait mal, bien sûr, il ferait toujours mal, mais maintenant, c'était une douleur transformée en apprentissage. Je percevais comment tout était connecté, la souffrance, la nostalgie, la lutte. Tout m'avait préparé à être le père dont ils avaient besoin. J'ai aussi compris que la peur ne part jamais complètement. On apprend juste à marcher avec elle à côté, sans la laisser dicter le chemin. Chaque fois que je regarde Philippe et Daniel jouer ensemble, je sens que cela valait la peine de ne pas abandonner. Si j'avais ignoré ce premier appel, cette phrase si étrange de Philippe pointant du doigt la ruelle sombre, peut-être que Daniel dormirait encore sur les trottoirs, peut-être que Felipe se sentirait encore à moitié, et moi, incomplet pour toujours. La vie est pleine de portes que l'on a peur d'ouvrir, mais parfois, derrière elles, se trouve exactement ce dont on a le plus besoin. Ce qui fait que tout est enfin un sens. Daniel était ma porte, Felipe, ma clé. Je me levais de la chaise, allais jusqu'à leur chambre et restais à les observer dormir, respirant à l'unisson, comme s'ils étaient un seul cœur. Je passais la main dans les cheveux de chacun et murmurais « Merci, Elena, pour m'avoir donné 2 miracles ». Je sortis de la chambre, le cœur débordant d'un amour presque douloureux. Je n'étais plus l'homme qui avait commencé cette histoire, triste, perdu, effrayé. Maintenant, j'étais père de 2. Et cela me rendait l'homme le plus riche du monde. Cette nuit-là, je dormis profondément pour la première fois depuis des années, certain que, malgré toutes les difficultés, j'étais exactement là où je devais être. Quelques semaines plus tard, je m'assis avec Daniel dans le jardin, juste nous 2. Le soleil se couchait lentement, teintant le ciel d'orange et de rose. Il semblait nerveux, grattant son genou écorché. Je parlais doucement. « Y a-t-il quelque chose que tu veuilles me dire, mes fistons ?» Daniel respira profondément et hocha la tête. Je me souviens d'elle, de maman. Elle me chantait quand je dormais dans la rue. Je ne voyais pas son visage, mais je sentais son odeur. C'était chaud, sécurisant, comme quand tu m'embrasses. Ces mots me brisèrent d'une manière douce et douloureuse à la fois. Je tins sa petite main, calleuse trop pour son âge. Elle ne t'a jamais laissé, Daniel. D'une manière ou d'une autre, elle t'a toujours accompagné. Et maintenant, on va rester ensemble pour toujours. Il sourit, mais bientôt sa lèvre trembla et ses yeux s'emplirent d'eau. Soudain, Philippe apparut en courant et se jeta dans les bras de son frère. « Je te l'ai dit qu'il était à nous, papa. Je le savais. » L'étreinte des 2 fut si forte, si pure, que je sentis comme si Elena était là, à nos côtés, souriant, satisfaite. Daniel me regarda avec un éclat dans les yeux que je n'avais pas encore vu.
Désolé si un jour j'ai pensé que tu allais me laisser. J'avais peur. Je l'étreignis fort, presque en écrasant ses os fins. Jamais, fiston, jamais je ne te laisserai. C'est à cet instant que je sentis le poids du pardon. Pas seulement le sien, mais le mien propre, pour toutes les erreurs, les peurs et les retards. Helena m'aurait pardonné aussi. Peut-être l'avait-elle fait depuis le début. Quand nous entrâmes, Philippe tira la main de Daniel et le mena jusqu'au cadre photo dans le salon. « Regarde, c'est maman. Tu vois comme elle est belle? Maintenant, on peut être heureux et elle sera heureuse aussi. » Daniel passa le doigt sur le verre, lentement, comme qui caresse le passé. Cette nuit-là, nous dormîmes tous les trois dans le salon, entassés sur un matelas improvisé. C'était étroit, inconfortable, mais ce fut la nuit la plus tranquille de ma vie. Je rêvais d'Helena caressant nos cheveux, disant « Maintenant, oui, vous êtes complets ». Quand je me réveillais, je vis Daniel et Philippe enlacés, dormant l'un sur l'autre, respirant pareil. Et je pensais, peut-être que le paradis n'est pas seulement là-haut. Peut-être qu'il arrive dans des moments comme celui-ci, bien ici sur Terre. Le temps passa, et petit à petit, le monde extérieur accepta notre nouvelle famille. Le conseil de tutelle finalisa le processus et j'obtins la garde définitive de Daniel. Je reçus le document dans les mains avec des larmes coulant sans contrôle. Ce papier était plus qu'un droit. C'était la confirmation de l'amour qui existait déjà. La rue changea aussi. Les voisins qui critiquaient auparavant commencèrent à sourire à Daniel, à offrir des bonbons, à demander de l'école. Certains admisèrent l'erreur d'avoir jugé sans savoir. Peut-être voyait-il maintenant combien ce garçon avait grandi fort et heureux à nos côtés. Philippe vivait rayonnant, courant avec son frère dans le jardin, inventant des mondes nouveaux. Daniel commença à appeler leur chambre « notre château » et disait que c'était là qu'il se sentait en sécurité. Le lit superposé devint vaisseau spatial, forteresse médiévale, cachette secrète. Un jour, je rencontrai le père Antonio au marché. Il me tapa l'épaule et dit « Tu as transformé un miracle en foyer, Marcos. C'est plus que beaucoup de gens font dans une vie entière. » Je restais sans mots, ne pus que sourire avec la poitrine serrée de gratitude. Daniel reçut son premier bulletin scolaire avec des notes élevées. Philippe fit en sorte de crier pour que tout le monde entende « Mon frère est le plus intelligent de la classe. » C'est là que je réalisais. Ce n'était pas seulement ma victoire, c'était la leur. Ensemble. Même ceux qui pointaient du doigt durent ravaler leur orgueil. Lourdes, la voisine commère, vint avec un gâteau et dit maladroitement « De beaux garçons que vous avez, Dieu vous bénisse ». Je l'acceptais avec un sourire. Je ne gardais pas de rancune. Nous avions trop de choses à célébrer. Parfois je pense à combien tout aurait pu être différent si j'avais ignoré l'appel de Felipe cette première nuit-là. Peut-être que Daniel serait encore seul, souffrant dans les rues. Peut-être que Felipe serait seulement la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Mais non, maintenant, nous étions entiers. Et voir Daniel dormir tranquille, sans peur d'être emmené, était la plus grande justice que l'univers pouvait me donner, la plus grande récompense. Parce que à la fin, l'amour trouve toujours un moyen de vaincre. Aujourd'hui, notre maison est bruyante, pleine de jouets éparpillés et de rires qui résonnent dans les couloirs. Felipe et Daniel ont grandi ensemble comme des jumeaux d'âme, inséparables, complices dans chaque découverte. C'est désordonné, parfois chaotique, mais parfait. Daniel adore m'aider à réparer les choses. Il a la curiosité que j'avais à son âge, mais avec un cœur encore plus grand. Felipe est le rêveur. Il vit en disant qu'il va construire un vaisseau pour qu'on visite maman au ciel. Les week-ends, nous faisons des pique-niques dans le jardin, juste nous trois et Tobias, qui est devenu le gardien officiel de notre joie. Là, étalé sur l'herbe, je réalise que nous n'avons pas besoin de beaucoup pour être complets. Petit à petit, je commençais à aider d'autres enfants du quartier. J'organisais des dons, réparais des jouets vieux, parlais avec des parents qui ont peur d'ouvrir leur cœur à cause des jugements. Je voulais que personne ne passe par ce que Daniel a passé. Parfois, je reçois des messages anonymes, des histoires de gens inspirés par la nôtre. Cela m'émeut plus que je ne peux l'expliquer. Si notre chemin a servi à allumer la lumière dans d'autres coins, alors chaque larme en valait la peine. Felipe dit que
Quand il sera grand, il veut être comme moi, mais avec une maison plus grande pour accueillir tous les amis et frères qu'il adoptera sur le chemin. Daniel rit fort et dit qu'il sera l'ingénieur pour construire tout ça. Elena continue d'être présente. Dans leur sourire, dans les gestes, même dans la façon dont Daniel siffle une chansonnette que je jure être identique à celle qu'elle chantonnait. Parfois, je pense qu'elle murmure encore des conseils dans le vent. La vie n'est pas devenue parfaite. Nous avons encore des comptes serrés, des peurs stupides et des jours difficiles. Mais maintenant, je sais que le bonheur est cela même. Un tas d'imperfections, entouré d'amour vrai. Et quand je regarde mes 2 garçons endormis, je perçois que nous ne faisons que commencer. Notre avenir est un livre blanc, prêt à être écrit par ces petites mains qui confient tant aux miennes. Si quelqu'un me demandait quel était le jour le plus important de ma vie, je ne dirais pas le mariage ou la naissance de Philippe. Je dirais cette nuit étrange où mon fils pointa du doigt une ruelle sombre et dit « Papa, il était dans le ventre de maman avec moi ». Parce que c'est là que le destin a frappé à ma porte, ou plutôt crié sur le trottoir, exigeant du courage pour ouvrir le cœur. C'est là que j'ai compris que l'amour n'est pas seulement ce que l'on ressent, c'est ce que l'on choisit de faire, même en tremblant de peur. Beaucoup de gens passent leur vie entière à chercher de grands miracles, des lumières au ciel, des signes divins. Mon miracle est venu sous la forme d'un garçon sale, aux yeux fatigués, qui voulait seulement qu'être vu et aimé. Et je l'ai presque laissé passer. Aujourd'hui, je sais que la vraie richesse ne réside pas dans les coffres ou les comptes bancaires. Elle réside dans les rires idiots avant de dormir, dans les petites mains qui m'agrippent au milieu de la nuit, dans le son de papa, dit avec confiance. Si vous qui m'écoutez maintenant avez peur d'ouvrir une porte, d'accueillir, de vous livrer, faites-le quand même. Parce que parfois, ce que vous craignez est exactement ce qui va remplir le vide que vous avez à l'intérieur. Elena est partie trop tôt, mais elle a laissé le plus grand cadeau qu'elle pouvait me donner. 2 fils extraordinaires qui m'enseignent chaque jour le pouvoir de l'abandon, du pardon et de l'espoir. La vie ne fera pas toujours sens. Elle va faire mal. Elle va vous tester, elle va vous briser. Mais quand vous choisissez d'aimer malgré tout, elle va aussi vous reconstruire d'une façon encore plus belle. Alors, si un jour vous entendez un appel étrange, une petite voix disant « Vois-moi, aime-moi, accepte-moi, n'ignorez pas », cela pourrait être la chance de transformer votre histoire entière. Et rappelez-vous, l'amour n'est pas parfait, mais c'est ce qui fait que la vie vaut chaque seconde. Maintenant, si vous pouvez, étreignez ceux que vous aimez. Parce qu'à la fin, c'est tout ce qui compte vraiment.